Bonjour à tous. Écoutez, on va pas parler je vais pas commenter la situation aujourd'hui. Voilà, je vais vous parler de fonds et d'idées, hein. Moi, ça me fera du bien parce que j'en ai marre de commenter. Je vais vous parler des idées, voilà, qui me sont les miennes et ce que je reproche un peu aux Républicains. Là, on a eu un échec qui est catastrophique d'un point de vue vraiment idéologique, hein, parce qu'il y a la candidate, elle a eu des problématiques à elle, hein, sur sa personne, sur sa manière de parler, sur sa manière d'exprimer les choses. Mais la ligne programmatique n'était pas bonne non plus, parce qu'il n'y a aucune de nos idées qui a à un moment supplanté quelque chose dans le débat. On a toujours été à la remorque de tout le monde. Ce qui est un vrai problème, c'est qu'on n'avait pas d'éléments différenciateurs qui impactaient. On n'a pas su les mettre assez en avant. Je voudrais commencer par remercier Nicolas Sarkozy de nous libérer, parce que son ralliement à Macron, à l'immobilisme qui est le macronisme aujourd'hui, à la conservation d'une situation qui profite à une France qui va bien, en niant aussi le déclassement de la France qui va mal, hein. Voilà, pour moi, c'est ça le macronisme. C'est tout va bien, madame la marquise, les autres ne sont que des fâcheux et des grincheux. Voilà, donc moi je ne peux pas me rallier à ça. Donc pour moi, Sarkozy, je ne veux plus en entendre parler. Surtout qu'il faut bien être conscient qu'il a proposé une alliance des LR avec Macron. Le deal serait qu'en gros, on conserve nos 100 députés sortants, qu'on retire nos candidats s'opposant à des macronistes et pour assurer une majorité à Macron, avec peut-être quelques strapontin ministériels pour les LR. Mais voilà, la disparition de la droite d'opposition, et avec dans un groupe magma central, hein, qui dit blanc le matin et en même temps blanc, noir l'après-midi. Euh, Ça, c'est très dangereux pour la démocratie parce qu'en gros, en 2027, la seule opposition qu'il y aurait, c'est Mélenchon, enfin les héritiers de Mélenchon d'un côté et Le Pen ou ses héritiers de l'autre, et qu'en gros, ça serait le parti unique de gouvernement face à des oppositions extrêmes. Vous voyez qu'on a quand même un risque d'un deuxième tour qui soit entre bolcho et facho, hein, enfin bolchevique et fasciste. Bon, j'aime pas ce terme parce que je pense pas que Mélenchon soit bolchevique et je pense pas que Marine Le Pen soit sur une ligne fasciste. Il faut bien reprendre ce que c'est historiquement ces courants-là, et je pense pas qu'ils soient là-dedans. Ils sont sur des extrémités à droite et à gauche, des radicalités clairement, mais qui voilà sont pour moi mauvaises gestionnaires, mauvaises conseillères, qui joue sur les peurs et qui n'apporte pas réellement des vraies solutions. Alors, je vous avais parlé il y a quelque temps de ce clivage, ce vieux clivage romain entre populares et optimates, donc les partis de l'aristocratie qui est pour la conservation et qui pour moi est réellement l'incarnation du macronisme. J'ai dit un peu des Verts aussi, parce que je pense qu'eux aussi sont pour une certaine conservation, même s'ils veulent des gros changements. Euh, Face aux populares qui, eux, ont donné populaire, hein, populiste dans le vocabulaire, et qui, en gros, s'appuyaient sur le peuple pour instiller des changements dans, le, dans la politique romaine, et qui, en gros, leur champion, c'est César, hein, et on voyait que le césarisme a donné pas tout à fait quelque chose qui était les lendemains qui chantent du socialisme utopique, hein. Voilà, donc, ni même, voilà, c'est vraiment, il faut bien être conscient qu'il y a ce clivage-là qui se remet en place. Un clivage, moi, qui me déplaît pas, parce que ça permet aussi de prendre la conscience qu'il y a des gens qui ne prennent pas la part du peuple et d'autres qui s'appuient sur le peuple pour faire des choses, et qui ouvrent des options intéressantes pour la droite. Moi, voilà, je voudrais que la droite revienne au peuple, voilà, revienne à la défense de ceux qui sont déclassés. Parce que une vision de droite de ce problème-là, c'est laisser vivre tranquillement la France qui va bien pour qu'elle puisse gérer ses entreprises, gérer sa croissance, tout en lui rappelant ses devoirs vis-à-vis de ceux qui sont en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que des gens partent dans une bulle et nient, et se foutent en gros, ils ne se sentent aucune responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont en difficulté. C'est ça, moi, le problème aujourd'hui de la France, c'est l'émancipation des élites par rapport au reste du pays, un peu cette bulle mondialiste qui refuse de s'occuper des reste des Français. Donc pour moi, le rôle de la droite, c'est de reconnecter ça. Et moi, en 2010, j'ai eu un peu une crise politique, hein, dans ma vie, crise idéologique, à la sortie du sarkozysme, où le pragmatisme avait été le cœur de l'idéologie. Nous étions pragmatiques, nous n'étions pas des idéologues. Ça a laissé un goût fade parce qu'à la fin on savait plus trop ce qu'il fallait faire. Le pragmatisme, c'est un peu l'accommodement raisonnable de la politique. Et par pragmatisme, des fois on fait des erreurs. Vous voyez, maintenant que Sarko est parti, moi j'accepte de faire le bilan des années Sarkozy. Je m'autorise à le faire, qui nous l'avait interdit de le faire d'ailleurs quand certains avaient voulu le faire.
Et moi, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelait Laurent Wauquiez, avec un livre, La lutte des classes moyennes, qui pour moi était justement voilà, un alignement de planète dans ma tête en disant, mais oui, si le cœur de la société va mal, le cœur économique, la masse de la population va mal, comment voulez-vous que la société aille bien? Et en gros, si les classes moyennes, qui représentent vraiment la masse de la population, vont mal, comment voulez-vous que le pays se sente mieux et qu'il y ait justement des progressions sociales voilà, c'est vraiment pour moi le cœur du fonctionnement d'une démocratie, c'est la classe moyenne. Et donc moi je suis revenu à ça, je propose qu'on revienne à ce combat-là, le combat pour les classes moyennes, qui est qui a pour cœur plusieurs sujets, hein, mais pour moi, il y a par exemple la droite, des choses qu'on fait aujourd'hui dans nos collectivités, nous on célèbre la bonne gestion de l'argent public, on est fier de ça, c'est-à-dire que on essaie de diminuer au maximum les coûts de fonctionnement, hein, donc vraiment ce qui ne crée pas réellement de valeur au niveau voilà, au niveau de l'économie. Au niveau de la culture, par exemple, on va préférer financer ce qu'on appelle de l'investissement. Ça peut être un projet culturel, ça peut être un projet entrepreneurial, mais qui a une finalité derrière, une fin, et qui n'est pas justement mettre de l'argent tous les ans pour faire fonctionner quelque chose qui ne produit pas forcément des choses, voilà, qui produit pas forcément quelque chose en finalité. Donc c'est ce qu'on appelle voilà fonctionnement dans la comptabilité publique. Vous avez le fonctionnement et vous avez l'investissement. Fonctionnement, c'est de l'aide à fond perdu, je dirais, mais qui permet de fonctionner des choses. Et nous, on préfère aller sur les projets et on estime que si l'entreprise ne fonctionne pas par elle-même, si une association n'arrive pas à fonctionner par elle-même, comment voulez-vous qu'elle finance des projets et aboutisse à des choses intéressantes pour la société. Voilà, donc on laisse le fonctionnement s'assurer par les gens et après on arrive sur les projets. Ça, c'est une vision de droite, c'est une vision qui est appliquée dans nos régions, dans nos départements. Moi, je trouve ça génial parce que ça permet d'aider fortement sur des projets, de faire exploser des associations, des entreprises, et après, bah, elles sont autonomes, elles peuvent continuer, et puis nous, ça nous permet d'intervenir sur d'autres choses, parce qu'il faut aller à tel moment, aller sur tel truc, tel projet, tel type de projet, et voilà. Ça permet par exemple de dire là on va à fond sur l'hydrogène, on va à fond sur le développement de l'innovation numérique, on va à fond sur le patrimoine parce que notre patrimoine est en train de se dégrader, les rénovations de bâtiments, de châteaux, d'églises, de patrimoine rural, voilà vraiment ce genre de choses. Moi c'est un truc voilà, qui me tient vraiment à cœur, cette bonne gestion de l'argent public face à la gabegie financière de certains qui sont voilà, finalement très présents en France et j'ai l'impression qu'on est les seuls à lutter contre la gabegie. Après, la valeur travail face à l'assistanat, c'est le fait que travailler rapporte plus que rester à la maison. C'est un vrai problème, parce que moi je comprends qu'il y a des gens qui disent mais je vais pas aller travailler, je gagne moins que ce que je touche en ne faisant rien. Mais oui, c'est logique, hein, parce que le fait de se déplacer pour aller travailler, garder ses enfants, tout ça, des fois vous y allez pour un SMIC, ça vous coûte plus cher d'aller travailler que de rester à la maison en faisant rien. C'est une réalité, hein, ça a d'ailleurs été aux réalités de l'idée de la lutte contre l'assistanat par Laurent Wauquiez. Donc voilà, moi je pense qu'il faut revenir à ça, valoriser le travail, permettre aussi d'avoir des bons salaires, et puis faire en sorte que le cumul des aides ne soit pas au-delà de l'intérêt d'aller travailler. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et puis moi le travail, c'est par le travail que les gens arrivent à progresser dans la vie, arrivent à s'acheter une maison, arrivent à fonder une famille. Et c'est comme ça que ça doit être fait. Il y a du boulot en France, il y a beaucoup de choses qui arrivent, de l'innovation qui arrive. Il y a vraiment des secteurs entiers qui cherchent du monde. La reconversion doit être aussi, voilà, on doit aider les gens à se reconvertir par la formation. Mais voilà, le travail doit être au cœur de la société. Il y a aussi l'éducation, hein, je ne vous ai pas de formation, mais pour moi l'éducation ne doit pas avoir peur de l'élite. Il doit y avoir des gens qui doivent être au-dessus du panier, les pousser à fond, que ça devienne des chercheurs, des doctorants brillants, que ça devienne des créateurs d'entreprises, que les idées fusent. Et pour moi, on ne doit pas avoir peur de créer des lycées d'élite, des institutions d'élite dans le monde rural. Très important parce qu'on fait beaucoup de choses pour les banlieues. Et moi, je vois que pour le monde rural, le monde périurbain, il n'y a pas assez de lycées, de prépa, il n'y a pas d'Henri IV de Cantalien. Voilà, moi j'aimerais qu'à Aurillac, on ait un jour une prépa qui remplisse les couloirs de Polytechnique et que ce ne soit pas seulement des grands lycées et institutions lyonnaises, parisiennes qui le fassent. Il ne faut pas hésiter à ça, parce que c'est des gens qui eux aussi hésitent à pousser les portes. On a fait beaucoup de choses pour les banlieues à Sciences Po Paris, par exemple, avec ce concours qui est pour moi insultant, hein, mais c'est de porte ouverte sur le côté.
qui permet aux gens sur dossier de rentrer, bah moi je pense que voilà, on ne fait rien pour le monde rural, et ben on doit leur permettre d'y aller par la ligne du concours, hein, aussi la ligne royale, parce que c'est les meilleurs. C'est l'école de la Troisième République qui crée des gens magnifiques dans des écoles de village. Voilà, je me souviens, on m'a donné un livre qui avait reçu au certificat d'études, un livre sur la Gaule romaine. Un jeune, hein, qui est au certificat d'études dans un petit village alsacien, on me l'a offert. Et franchement, le niveau qu'il y avait dedans, je ne suis pas sûr aujourd'hui que nos lycéens ils l'ont. Et bah lui, il l'avait. Donc c'était une petite école. Et donc voilà, les petites écoles de campagne sortaient des élites. Et bah je veux qu'on retrouve ça. Et ensuite, il y a l'immigration. Pour moi, il faut que la droite soit sévère. Je n'ai pas peur de la sévérité. Quelqu'un qui rentre sur notre territoire de manière clandestine, je ne vois pas pourquoi elle aurait accès quasiment automatiquement, ou même ses enfants auraient accès automatiquement à la nationalité. Faut vraiment analyser la chose là-dessus. Il ne faut pas avoir peur de la sévérité, il ne faut pas avoir peur de la reconduite à la frontière aussi. Par contre, il ne faut pas avoir peur non plus de donner la nationalité à des gens qui ne sont peut-être pas de notre culture, mais qui le méritent, parce ils se sont intégrés, qu'ils ont créé des entreprises, peut-être, créé des emplois pour des Français de souche, qui leur ont donné de l'emploi, qui ont donné de la fierté à la France, qui ont peut-être eu des parcours scolaires et de chercheurs imminents. Mais voilà, je pense que le mérite aussi doit aussi être revenir à tous, et que ça doit être devenir français peut être une récompense aussi, et qu'il ne faut pas avoir peur de faire des Français, parce que on a eu des gens très bien. Je vous rappelle, les Marie Curie n'étaient pas françaises, hein. Il faut pas l'oublier, et elle est devenue. Donc voilà, il faut pas oublier ça. Il faut être pour la fermeté, mais il faut être aussi pour la main ouverte des Français vis-à-vis d'autres qui viennent et qui avec nous participent au projet national et qui méritent totalement d'intégrer, eux, leurs enfants et leurs descendants, notre nation, notre culture, notre communauté nationale. Voilà. Il y a aussi la société de l'innovation. Moi, je tiens beaucoup cette société d'ingénieurs qui a fait la fierté de la France, cette société qui crée des choses, le TGV, les centrales nucléaires. Il faut le faire. Ça peut être pour l'intérêt de l'environnement. Je pense que moi, je fais partie des gens qui défendent l'innovation en solution justement de la défense de l'environnement. Je dis bien la défense de l'environnement parce qu'aujourd'hui l'écologisme est complètement galvaudé par une lutte contre le capitalisme et la décroissance de l'extrême gauche qui pour moi ne nous convient pas. Mais vous voyez, par exemple, sur l'agrotechnologie, on peut avoir de la robotisation dans les champs qui permet justement d'éviter, en faisant du désherbage mécanique, d'éviter l'utilisation d'intrants chimiques, enfin d'herbicides chimiques. Vous voyez, on peut arriver à ce genre de choses. Moi, quand j'entends certains qui veulent créer 300 000 400 000 emplois dans le monde agricole pour aller justement régler ce problème de mauvaises herbes, je rigole parce que personne ne va les faire. Personne ne veut le faire et on va se finir avec une situation à la Pol Pot où on enverra peut-être les intellectuels écologistes des villes aller désherber les campagnes. Et alors, je pense que ça rigolera un peu moins là. Donc voilà, l'innovation peut aider. Ouais, elle doit être au service de la souveraineté, au service de l'emploi, hein, plus qu'au service d'ailleurs de, moi, une société qui a une rentabilité moyenne, mais qui crée de l'emploi, qui fait de la souveraineté, qui fait de l'innovation, je la valoriserais plus qu'une société qui a une superbe rentabilité, mais qui a délocalisé ses emplois loin, qui a plutôt une optimisation. Voilà. Alors vous allez me dire, bon Dieu, il a un langage gauchiste. Non. Moi, j'ai un langage de responsabilité parce que mon modèle économique préféré, c'est un peu le modèle allemand sur les ETI familiales, où quand le fils du créateur dirige l'entreprise, qu'ils ont créé plusieurs usines dans la région, créent des emplois, se sentent responsables vis-à-vis des gens qu'ils emploient, qui défendent leur entreprise sur le marché mondial, qui font de l'exportation. Et puis qu'à la DRH, vous avez la sœur du PDG qui gère les choses. Voilà, c'est des entreprises en Allemagne, il y en a plein, hein, sur plein de secteurs. Moi, je me rigole beaucoup sur un parc d'attractions qui s'appelle Europa Park, qui est dirigé par une famille depuis plusieurs générations. Ils ont ces 5 générations, hein, qui a travaillé là-dessus. Et vous avez le meilleur parc d'attractions du monde qui est géré par cette famille-là, qui sont des constructeurs d'attractions, hein. Vous voyez, pas à peine d'aller dans la chimie, la biochimie, la haute technologie. Là, je vous parle de grand 8. Et c'est quelque chose qui est reconnu mondialement et c'est géré par une famille. Moi, j'aime bien ce modèle-là. Puis la souveraineté. Alors la souveraineté, elle est importante parce que, alors sur les questions d'autonomie stratégique, hein, moi sur l'industrie de la défense, je suis très chagrin quand je vois qu'on achète beaucoup de matériel américain en Europe, hein, ces fameux F-35.
Il y a des missiles anti-chars Stinger que les Américains vendent. Aujourd'hui, il y a un concurrent polonais qui est meilleur. D'ailleurs, les Américains vont acheter ce missile polonais qui coûte 3 fois moins, même 10 fois moins cher, je crois. Bah voilà, on a de l'industrie polonaise qui peut être achetée, on a de l'industrie italienne qui est très bien sur plein de sujets, hein, sur la flotte par exemple, on fait des bateaux avec eux. L'industrie française a plein de possibilités. L'industrie espagnole a des choses, voilà. Les Allemands ont des choses aussi, hein, sur l'armement léger, sur les chars, tout ça, mais il faut arrêter de jouer là. Alors, il faut peut-être arrêter de jouer aussi la coopération 100% européenne comme on veut le faire avec les Allemands, où ils nous bouffent les projets. Peut-être l'avion du futur, on va peut-être le faire seul, mais peut-être qu'on devrait acheter un peu plus européen. Moi, j'ai pas de problème d'acheter le missile polonais s'il est meilleur que le missile Mistral qu'on fait nous avec les Anglais. Par contre, j'aurais du mal à acheter un Stinger, voilà. Et puis il faudra peut-être acheter des Rafales plutôt que d'aller acheter des F-16 ou des choses comme ça. Mais bon, après, une autre question de capacité à défense de l'Europe et que les pays de l'Est ont plus confiance en l'OTAN qu'en la défense européenne. Et je crois qu'ils ont raison. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai envie de retourner donc au débat d'idées, vous le sentez. C'est une période très heureuse de ma vie politique, hein. Quand j'ai lancé la droite sociale à Lyon, tout ça, on a beaucoup rigolé avec des copains. Je vais revenir à ça. Parce que, c'est ce que j'ai préféré dans ma vie politique, ce moment d'émulsion intellectuelle qu'on avait sur le débat des idées, de création d'un mouvement, voilà, de création de choses. C'est un fruit que j'espère partager avec beaucoup. Voilà, c'est pas voilà, c'est pas une aventure individuelle, je serais tenté de dire. Je sens qu'il y a des gens qui seront prêts à repartir dans cette aventure-là. Et puis qu'on pourra partager les choses alors, sur le local, hein, parce que moi je suis à Lyon et je suis dans le Rhône, hein, mais bon, au-delà, hein, parce qu'on a su le faire à un moment. Mais il est temps qu'on se remette au travail, les amis, qu'on se remette dans le combat. Ouais, c'est un peu un appel que je vous fais là. On va ressortir la hache de guerre parce qu'il est temps que des idées renaissent, qu'elles se rebattent un peu, qu'elles se remettent au centre du débat à droite, qu'elles aident à reconstruire la droite parce que moi je refuse ce satané parti unique. C'est un suicide démocratique qu'il est en train de nous faire Macron. Tout ça pour un fantasme personnel. Allez, à très bientôt.